Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Bienvenue à ce webinaire des éditions Pourquoi pas. Les éditions du Pourquoi pas fêtent leurs 10 ans. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire via la rubrique Q et R en bas de votre écran. Je laisse maintenant la parole aux intervenants. Très bonne écoute à vous. Bonjour à tous. Alain, je pense que tu peux remettre ton micro en fonction, super. Alain-Claude, je suis très contente de te retrouver ici. Donc, tu es le président des éditions du Pourquoi pas. Yves-Marie, bonjour. Toi, tu es un des auteurs prolifiques de cette maison d'édition. 10 ans, félicitations, c'est un bel anniversaire. Première question de ma part, comment sont nées les éditions du Pourquoi pas? Un anniversaire, ça ramène à la création. Alors, comment sont-elles arrivées là? Oui, belle question. Et bon, alors c'est vrai que nous avons un projet un peu particulier dans le monde éditorial et qui n'a de sens que si on comprend bien. Donc, je vais essayer d'être le plus précis possible, mais le plus concis pour voir comment on est né. Parce que notre projet, c'est un peu un coup pas de hasard, mais un coup de folie, un coup de vent qui a soufflé dans le bon sens du côté d'Épinal dans les Vosges et qui a abouti un jour à ce qu'une personne dise « Ah, mais on devrait créer une maison d'édition ». Suffit pas de le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Il y a 10 ans maintenant. Bien comprendre qu'il y a deux entités fortes. Il y a d'abord la Ligue de l'enseignement, la Ligue de l'enseignement au niveau national, créée par Jean Massé en 1866, grand mouvement d'éducation populaire qui a beaucoup œuvré et qui continue pour la défense de l'école de la République, pour l'accès à la culture, l'ouverture de bibliothèques, etc., et qui continue à œuvrer sur tout le territoire. Et il y a son pendant, qui est la Ligue de l'enseignement des Vosges, dont j'étais le président à l'époque. Et puis, deuxième grande entité, l'École supérieure d'art de Lorraine, site d'Épinal. On va dire l'école d'Épinal, l'école d'art d'Épinal pour faire court. Et puis, depuis de nombreuses années, la Ligue de l'enseignement des Vosges et l'école d'art d'Épinal, on a l'habitude de faire des projets en commun. Il se trouve qu'au niveau national, la Ligue de l'enseignement, suite à un congrès, donc il y a une quinzaine d'années, a sorti un manifeste qui s'appelle Faire société. Alors un manifeste politique dans le bon sens du terme, manifeste d'éducation populaire, comme un grand mouvement d'éducation populaire peut le rédiger, analyse de la situation du pays, les forces, les faiblesses, et puis les grands axes à mettre en œuvre dans le cadre des actions d'éducation populaire. Ce manifeste Faire société, nous, dans les Vosges, on s'en est emparé tout de suite, mais on s'est dit que ça serait bien si on avait des outils pour le vulgariser. Notre idée, c'était vraiment dans nos actions d'éducation populaire dans les Vosges, de formation, de débattre les associations, dans les écoles, etc., de se servir de cette belle réflexion. C'est comme ça que je suis allé à l'école d'art d'Épinal, et quand ça aboutit à un projet pédagogique assez conséquent en 2010-2011
avec toute la promo des deuxièmes années qui, pendant 6 mois, de façon régulière, a fait des créations. En fait, il s'agissait de s'emparer pour les étudiants de ce manifeste et de créer des outils. Et quand ils m'ont dit, mais tu as envie de quoi? J'ai dit, non, non, vous vous emparez de ce qui est écrit et vous créez, vous faites ce que vous avez envie de faire, bon, avec l'aide des profs, naturellement. 6 mois après, quand on y est retourné, on ne savait pas où donner de la tête, on connaît la force créative de tous ces jeunes, et il y avait des expos photos, un site internet, un pop-up géant, un jeu des 7 familles, des familles du 21e siècle, etc., etc. Et parmi tous ces 30 étudiants, il y avait un groupe de 5 filles qui a créé, elles avaient créé 11 mini-albums, bon, voilà, du départ, 11 mini-albums avec une belle réflexion sur des albums textes de fiction qui parlent, qui fassent réfléchir à un sujet de société, album illustré. Et puis, avec une belle réflexion aussi pour qu'au mini-album, parce qu'il fallait rendre le livre accessible, etc., etc. Et donc, il y en avait 11. Et c'est là que je reviens au début, où quelqu'un a dit ah, mais c'est quand même dommage de mettre ça dans une armoire, on devrait créer une maison d'édition. Et voilà comment est née l'association Les Éditions du Pourquoi pas, créée par la Ligue de l'Enseignement des Vosges en partenariat avec l'École d'Art d'Épinal. Alors, ça me permet de rebondir sur cet aspect associatif. C'est une maison d'édition associative. Ça fonctionne comment? Comme une association. Comment est-ce qu'on répartit les rôles dans une maison d'édition associative? Ce qui s'est passé, c'est que alors effectivement, pour avoir, alors c'est vraiment la Ligue de l'Enseignement des Vosges qui a créé la maison d'édition, hein, et qui est toujours un peu la maison mère, hein. Et pour avoir une gestion un peu plus indépendante, autonome, on a donc créé une association Loan 1901, de façon très classique. Actuellement, nous sommes 17 dans la maison d'édition. Et avant de prendre la décision de créer cette maison d'édition, on a quand même pris des garanties, on s'est assuré qu'on était capable et que dans notre groupe, on avait une complémentarité de compétences. Voilà, quelqu'un qui soit capable de tenir les comptes, d'autres branchés sur les textes de qualité, d'autres plus branchés sur les illustrations, etc. Et puis, en 10 ans, ça a évolué, le groupe s'est ouvert, et puis c'est un travail d'équipe. Travail d'équipe, bien sûr, on échange beaucoup, mais on fait traditionnellement, en dehors des commissions, une réunion mensuelle. Et c'est dans cette réunion mensuelle où tout est géré. Tout est décidé. Donc, dans les réunions mensuelles, par exemple, il y en a spécifiquement sur les choix de texte. D'accord. 10 ans. Ça fait combien d'ouvrages? Eh bien, on en est à 64. On en a à 64 ouvrages. On a 65 artistes, auteurs, illustrateurs. Et parmi les 65, il y en a 34 qui sont passés par l'École d'Art d'Épinal. Parce que dans notre projet, qui a évolué, mais dès le départ, on s'est dit que, vu la création, hein, vu la genèse du projet, on s'est dit que pour les illustrations de nos livres, on ferait à chaque fois appel à un jeune talent passé par l'École d'Art d'Épinal.
Alors, certains nous reprochent de mettre des barbelés autour d'Épinal, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et il y a 30 étudiants qui sortent chaque année, donc il y a de quoi faire, même si tous ne se destinent pas à l'illustration. Donc actuellement, nous avons des livres, les auteurs sont des auteurs comme Yves Marie et bien d'autres, Thomas Cotto, etc., Cécile Roumiguière, qui sont très connus, mais les illustrations sont toujours confiées à un jeune qui est passé par l'école d'art d'Épinal, parce que c'est dans nos gènes d'aider un jeune à démarrer, et donc on accompagne chaque fois un jeune, je dis bien passer par l'école, c'est-à-dire en général, on ne traite pas ça pendant le temps de l'école. Julie voudrait savoir quels sont les thèmes de société dans les 11 mini-albums, par exemple. Les thèmes de société, c'est pas ça qui manque, c'est très divers. Donc nous, on n'a pas de... Alors, on a des collections, on a une collection sur l'écologie, mais tout texte qui fait réfléchir à un phénomène de société, qui permet au lecteur de réfléchir à la société qui l'entoure, à la place qu'il prend, et à l'engagement des uns et des autres, voilà, ça fait partie. Tu as évoqué une paire de collections. Vous avez combien de collections? Oui, alors en fait, on n'est pas fan des collections, on ne veut pas être enfermé par les collections. Alors, on a quand même 2 collections. Alors, suite, je vais vous parler de la collection Faire Société, qui est quand même à la base de notre travail. Donc, sur les 11 qui sont livres qui étaient produits par les jeunes à l'école d'art, on en a sélectionné 4. On les a tirés en 1000 exemplaires et voilà. Et on est parti comme ça. On est parti comme ça, sans objectif particulier de développement, surtout pas économique d'ailleurs. Et on est parti comme ça parce que la Ligue de l'enseignement, nous, on était intéressés pour avoir de la belle littérature qui aide à faire réfléchir les citoyens. Et à l'école d'art, eux, ils étaient intéressés par la démarche parce que ça permettait aux jeunes étudiants d'aller un peu plus loin et être dans la démarche éditoriale. Donc, on en a fait 4, voilà, etc. Donc, et parallèlement, la Ligue de l'enseignement des Vosges était poisson pilote du Salon du livre jeunesse de Contrexéville, qui a démarré en 2000 et qui était, c'était toujours pareil, Ligue de l'enseignement, c'était sur des thématiques engagées, citoyennes, de réflexion citoyenne. Et donc, en 10 ans, on avait un gros réseau d'auteurs qui était passé par le salon de Contrexéville, et quand on leur a raconté notre histoire de création de maison d'édition, certains ont dit « Ah, mais ça, c'est génial, si vous voulez, on va vous faire des textes. » Et c'est donc comme ça qu'on en a fait vite 4 autres. Alors toujours, voilà, 16 pages, 3,50 €, mais sur du papier Munken. Bon, on a toujours attaché une grande importance au produit fini. Et c'est comme ça qu'on a eu Christine Bégel, donc bien connue, hein, François David, des éditions Motus à l'époque, Thomas Cotto et Julia Billet. Et voilà. Et après, donc, on a vendu très vite tous ces livres-là. On a décidé de développer la collection Faire Société, et en se disant, là, bon, la difficulté, c'est des livrets, quoi, hein, agrafés, c'était pas terrible au niveau livre. Donc, le tuteur
par exemple, je montre là, il s'est adjoint un deuxième texte, donc d'Yves-Marie Clément, quelque chose a changé. Donc la collection Faire Société, qui a maintenant 18 ouvrages, il y a même un 19e en préparation avec Matisse, ce sont 2 textes en recto verso, mais on a gardé complètement les fondements et ce qui avait été inventé par les étudiants, le format, etc. Sauf que le fait d'avoir 2 textes en recto verso fait qu'on peut avoir un carré. Voilà. Donc on a cette collection-là, donc avec des thématiques très diverses. Hein. Là, on est sur le totalitarisme, le spectacle vivant, la fréquentation des bibliothèques, les migrants, le handicap, l'intergénérationnel, etc. Pour revenir à la question de tout à l'heure, les sujets ne manquent pas pour aider les lecteurs à faire société, quoi. Et puis, en deuxième collection, on a créé il y a quelques années, ça a démarré en 2018, parce que je vous montre La vieille herbe folle de Jovitech. Ça a été le premier ouvrage donc, de la collection Pourquoi pas la Terre. Et là, Claire montre le Géco vert de Madame Pagny, écrit par Yves-Marie. La vieille herbe folle, numéro 1 de la collection Pourquoi pas la Terre de Jovitech, était dans les sélections pépites de Montreuil. Donc, vous imaginez que ça nous a donné un bon coup de fouet positif, quoi. Donc, j'en profite pour préciser que tout l'enjeu pas que de nos collections, de tous nos livres, tout l'enjeu est bien d'avoir des textes, de la littérature, des fictions, des beaux textes qui s'entendent bien, qui procurent des émotions, qui sont positifs, voilà, des beaux textes hein, qu'on aime lire et entendre, mais qui sont pour la plupart vraiment illustrés, mais à chaque fois, il y a un sujet. Ce n'est pas du bisounours. Non, c'est ancré dans le réel. C'est ancré dans le réel. Notre ligne éditoriale, des écritures, alors des écritures, parce qu'il y a le texte et l'image, qui s'emparent de l'imaginaire pour aider les lecteurs à faire société. Voilà. Et pas archi facile toujours pour les auteurs. Mais ça, Yves-Marie pourra en parler. Justement, Yves-Marie. Vas-y. Donc, auteur, co-auteur, 9 livres chez les éditions du Pourquoi pas. Comment es-tu arrivé jusqu'à eux? Comment sont-ils arrivés jusqu'à toi? Alors oui, c'est une aventure. Moi, ça fait très très longtemps que j'écris. J'ai commencé en 1990 à publier mon premier livre. J'ai commencé aux éditions Rajo, après j'ai travaillé chez Nathan, Milan, etc. Et je suis toujours en quête de nouveaux éditeurs parce que j'ai des envies nouvelles, j'ai des envies de coopérer avec de nouvelles personnes. Et un jour, je me promenais sur le salon de Saint-Paul-Trois-Châteaux et j'ai croisé Alain et Annick qui présentaient leur livre. Donc c'était en 2016, je crois me souvenir. Donc la table était petite, il y avait très très peu de livres. C'était justement ces cahiers. Donc il y avait le tuteur, il y avait 1+1, donc celui-là. J'ai vu que c'était des textes qui étaient écrits par des auteurs que je connaissais. Donc on a commencé à discuter. Alain m'a raconté toute l'histoire des éditions du Pourquoi pas, comme il vient de le faire. Et il m'a demandé si je serais d'accord pour faire un petit texte pour compléter 1+1 égale 1. Donc ça a été notre première rencontre, premier texte. Ça s'est appelé Le Sauvage. Et c'est l'histoire d'une rencontre entre un métropolitain, un Français et puis une Brésilienne. Et c'est un dialogue entre 2 amis. Donc voilà, ça a été le premier texte. On en a fait un deuxième. Donc il y a eu quelque chose à changer. Ça, c'est un texte qui a été très très important pour moi, un texte très fort sur la montée, des régimes totalitaires, donc la montée rapide, la non-réaction des gens.
Il y a eu également, toujours dans la même veine, avec Le secret des Lucioles, Et toi, tu manges quoi? Alors, Et toi, tu manges quoi? C'était un peu une commande sur l'évolution de la manière de se nourrir à travers le temps. Et là, j'ai imaginé l'histoire d'une gamine qui plonge par Internet dans le temps et qui va remonter le temps jusque l'an 1000 et qui va découvrir les habitudes alimentaires qui ont beaucoup évolué depuis cette époque-là. Et puis, alors, il y a une petite histoire aussi qui est assez originale. Espèce de cucurbitacée, c'est un texte que beaucoup de personnes connaissent. Donc, c'est une reprise. Il avait été publié chez Flammarion il y a un peu plus de 20 ans, 25 ans peut-être. Et un jour, j'étais avec Nathalie, ma co-autrice, chez Alain et Annick. Et puis, ils ont découvert à ce moment-là que le texte avait été écrit par nous et on venait de récupérer les droits. Donc, ils nous ont demandé si on pouvait le refaire chez eux en ajoutant un deuxième texte, évidemment, puisque c'est dans la collection Duo. Donc, 2 textes de Papy, Espèce de cucurbitacée, et Papy Ier, Roi des épices. Je crois que vous aviez déjà un texte avec des mamies, un double texte avec des mamies. Alors, oui. Donc, voilà, ça faisait un peu le pendant. Et on a continué à écrire sur des commandes et sur des récits après un peu plus longs. Alors justement, dans les projets, ce sont des commandes ou c'est des textes que toi, tu vas leur proposer, leur soumettre comment ça se passe au niveau des projets que tu décides de leur Alors, envoyer? il y a eu des commandes, donc pour les premiers, pour Le Sauvage, pour Quelque chose à changer. Ensuite, pour Et toi, tu manges quoi? Évidemment, il y avait une ligne directrice. Il fallait que je parle de l'évolution de la manière de se nourrir. Et ensuite, on a eu envie, alors à deux, avec Nathalie, on a eu envie d'écrire un premier roman aux éditions du Pourquoi pas. On a eu l'idée, on en a parlé un peu à Alain et qui en a parlé à l'association, donc ça plaisait un peu à tout le monde. C'est l'histoire de Charlie, un jeune garçon qui est un peu dans sa tête, donc c'est pour ça que l'illustrateur Simon Bailly l'a représenté avec un coquillage sur la tête. Il se promène sur une plage dans le sud de la France et il va découvrir un petit sac en plastique qui renferme un cahier et c'est le carnet de voyage de Nour. Et Nour, c'est un enfant qui a quitté la Syrie pendant la guerre et qui a traversé la Méditerranée en bateau. Donc, on a écrit le texte tous les deux, on l'a envoyé au Pourquoi pas, il a été lu par tous les membres de l'association, par le comité de lecture. Il a été approuvé et il est sorti assez rapidement. Et en plus, il a eu un prix. Et il a eu le prix eu un prix, oui. Alors, il a eu de nombreux prix. C'est vrai que les livres du Pourquoi pas sont pratiquement tous sélectionnés à des prix littéraires, des prix importants, parce que ce sont des prix souvent qui sont remis par les enfants, par des lecteurs, des lectrices de l'âge de nos lecteurs. Et il a eu le prix Janusz Korczak en 2019, je crois. Et on a continué. Oui. Oui, non, tu évoques le lectorat enfant. Comment on aborde ces textes, comment ces ouvrages sont-ils recueillis en fait par les enfants, puisque tu es régulièrement amené à faire des rencontres voilà, à travers tout l'Hexagone. Il y a c'est plus qu'un essor au niveau de la littérature jeunesse, c'est colossal, c'est exponentiel, les textes, les albums. Comment est-ce qu'on amène justement ces petits ouvrages à tirer leur épingle du jeu? Alors c'est vrai que ce serait assez difficile, mais en réalité, on est énormément prescrit. Donc, je dis souvent dans les classes, je prends l'exemple de ce titre-là, La lionne, le vieil homme et la petite fille. C'est une histoire qui se passe également pendant la guerre en Syrie. Et je demande souvent aux enfants si vous aviez eu le choix, avant de le lire, entre ce livre-là et un livre de licorne et de bisounours, comme disait tout à l'heure Alain, mais peut-être qu'ils auraient choisi l'autre. En fait, ce sont des romans, des recueils qui sont énormément prescrits par les libraires, par l'éditeur également, qui fait un gros travail, par les documentalistes, par les bibliothécaires. Donc, on est souvent invité dans les classes, c'est vrai, par des adultes qui ont lu nos ouvrages et qui savent les transmettre et les faire lire aux enfants. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Par rapport à ce qui se dit là,
on est hyper vigilant naturellement sur le choix des textes, sur leur contenu, et bien sûr qu'on ne traite pas toujours de sujets très faciles. Espèce de cucurbitacée, bon, bah, ça c'est un grand-père qui fait le jardin avec son petit-fils, c'est hyper important, mais le sujet, voilà, il passe facilement. La guerre en Syrie, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais bien sûr, ce sont nous des sujets qui nous intéressent grandement. Et ce que je disais tout à l'heure, pour les auteurs, ce n'est pas forcément facile. Et nous, on veut que le lecteur fasse son chemin tout seul aussi. Il ne faut pas que ça soit donneur de leçons, il ne faut pas que ça soit informatif. Donc, on est vraiment dans la fiction, dans le développement de l'imaginaire. Mais c'est sûr que là, par exemple, on est en Syrie pendant la guerre. D'accord. Alors justement, quand c'est la maison d'édition qui se déplace, invitée à droite à gauche, et qu'il n'y a pas forcément d'auteur présent avec vous pour faire le trait d'union entre le texte et la maison d'édition, comment est-ce que vous allez les présenter au public qui ne vous connaîtrait pas? Alors bon, en dehors du schéma classique, quand on est invité sur un salon avec un stand où on rencontre le public et on discute avec le public. Bon, bah, ça, c'est le schéma assez classique. Nous, ce qu'on aime bien, c'est faire des actions de médiation en amont du salon. Et on fait des rencontres d'éditeurs exactement comme des rencontres d'auteurs. Donc, on y va à deux et on va dans les classes et voilà, on fait des entretiens, on fait des lectures et on fait des entretiens avec les classes. Alors sur la chaîne du livre, bien sûr, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, beaucoup à apprendre, mais aussi, bien sûr, sur notre maison d'édition, son fonctionnement, le bénévolat, l'engagement et sur la ligne éditoriale. Donc, ce sont des moments qui sont très forts et on les fait du CE1, on a déjà fait du CE1 jusqu'au lycée. D'accord. Yves-Marie, travailler avec les éditions du Pourquoi pas par rapport à toute l'expérience éditoriale que tu as connue auparavant, qu'est-ce qui change? Alors, déjà, moi, j'écris beaucoup de romans qui sont des romans pour faire société, des romans qui montrent des personnages qui sont dans des situations très difficiles. Beaucoup de mes histoires se déroulent à l'étranger, en Haïti, en Guyane, à Mayotte, à Madagascar, etc. Et je me suis retrouvé déjà sur ces thématiques-là complètement en phase avec les éditions du Pourquoi pas. Donc ça, c'est une chose très importante. Et j'ai encore envie d'écrire pour eux. J'ai redécouvert un peu l'écriture en plus avec mon épouse et ça passe très bien à travers les romans coraux qu'on écrit ensemble. Donc ça, c'est super. Et puis, il y a un véritable travail de création avec les éditions du Pourquoi pas. C'est-à-dire que quand on est lancé sur de l'écriture jusqu'à la phase de relecture, de choix des illustrations, etc., on travaille ensemble et on prend parfois ensemble des risques, évidemment. Alors, je vais donner un exemple, c'est celui de La Lionne que j'ai montré tout à l'heure. Un jour, Alain m'a appelé en me disant, on était encore dans la phase prééditoriale, est-ce qu'on pourrait insérer à l'intérieur du roman un cahier de BD muette? Donc, on en a beaucoup discuté, on en a discuté avec les autres membres de l'association, et c'est ce qu'on a fait. Donc, Madeleine Pereira a écrit, enfin, a dessiné l'avant-dernier chapitre sous forme de BD muette. C'est-à-dire que vous avez renoncé au texte au profit de l'image? Il y avait quand même cet avant-dernier chapitre qui était un peu succinct, qui était un peu rapide dans notre histoire, donc on l'a supprimé et puis on a laissé la place à l'image, sans savoir si ça mordrait, si ça plairait vraiment aux lecteurs et aux lectrices. Et en fait, ça fonctionne très bien. De toute façon, la prise de risque ne nous fait pas peur. On se dit toujours « et pourquoi pas ?» C'est facile. Oui. Hein. Et puis, il faut dire que nous n'avons pas d'enjeu économique. Et quand on se dit maison d'édition pas tout à fait comme les autres,
je crois que ce côté-là est quand même très important. Nous sommes tous bénévoles, il y a 0 salarié, 0 frais de gestion, nous sommes logés par la Ligue de l'enseignement des Vosges, y compris les 50 000 livres en stock. Donc, toutes les ventes sont consacrées à la création de nouveaux livres et aux droits d'auteur, naturellement, on fait tout correctement. Et donc, quand un texte, parce qu'on parle quand même très souvent du texte, un texte nous plaît, jamais en 10 ans, je n'ai entendu un membre de notre association dire « Oui, c'est super beau, mais est-ce qu'on va le vendre ?» Chez nous, ça n'existe pas. Et c'est un sacré confort. Alors, il y a des livres qui se vendent plus ou moins, mais ce n'est pas très grave. Je vais rebondir sur cette histoire de vente. Quand on regarde le paysage de la littérature jeunesse, on entend parfois les auteurs, les illustrateurs être contents parce qu'ils ont un livre qui est parti en droit étranger. Est-ce que vos ouvrages s'exportent? Oui, alors pour compléter, avant de répondre à ta question, bon, on est passé à la distribution, diffusion-distribution professionnelle hein, par Serendip Livres depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'on trouve tous nos livres en France, en Belgique et en Suisse. Ce n'est pas parce qu'on est bénévole qu'on est une association qu'on ne fonctionne pas dans la chaîne du livre, hein, bien sûr. On vend à peu près 8000 livres par an. C'est déjà pas si mal. On consacre, puisqu'on est dans les chiffres, 10 à 12% en droit d'auteur. On va sur certains livres jusqu'à 12, qui sont répartis en fonction des projets, hein, bien sûr. Et je veux préciser tout de suite, ce n'est pas parce qu'on s'adresse à un jeune qui est passé par l'école d'art d'Épinal, un jeune qui débute et tout, qui n'est pas traité à égalité comme tout le monde. Je dis ça parce qu'on nous a déjà dit, ah oui, mais vous avez facile, vous avez les illustrateurs gratuitement. Non, non. Un jeune, même pour son premier livre, il démarre. Voilà, on est cohérent, hein, naturellement. Et puis, on a eu la bonne surprise, il y a une belle année, d'être contacté par une agence qui avait repéré nos livres. On n'a pas démarché, voilà, c'est des fois des belles nouvelles, et qui a vendu pour l'instant 16 livres en Chine. Voilà, on a vendu les droits de 16 livres en Chine, pour notre plus grand bonheur déjà sur le principe, un petit coup de pouce financier aussi, notamment pour nous, mais pour les auteurs, pour les illustrateurs, bien sûr. Et puis, une satisfaction, une interrogation en même temps, que nos livres, certains sont partis sur du sujet fort, de débat, de sujets politiques, aient été choisis par des maisons d'édition chinoises, y compris des maisons d'État, puisqu'en Chine, il y a des maisons d'État et des maisons privées. Donc, voilà, bien sûr qu'on s'est dit, et pourquoi pas, on y va. Yves-Marie, d'autres projets à venir avec les éditions du Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Alors, il y a une petite surprise, je ne sais pas si on peut en parler. Oui, tu peux. Oui, alors c'est le livre des 10 ans. Donc, ça a été une commande. Les éditions du Pourquoi pas ont voulu réaliser un livre pour le 10e anniversaire. Donc, on est 10 auteurs à avoir été sollicités pour écrire une histoire courte, soit une nouvelle, soit une conte, soit un conte philosophique, etc., avec la reprise dans chacune des nouvelles d'un des personnages d'un de nos romans. Donc, avec Nathalie, on a repris 2 personnages, on n'a pas joué le jeu. Et voilà. Et voilà, 2 personnages. Et pourquoi pas? Oui, et pourquoi pas. Donc, la lionne du vieil homme et puis Oscar, le vieux monsieur, le vieux burkinabé de Les Amoureux de Ourikouri. Voilà. Donc, on s'est bien éclaté à écrire cette petite histoire. C'est un peu un conte philosophique. Donc, 10 ans plus tard, comment est la Terre? Que sont devenus nos personnages? Et puis, pour la fin de l'année 2023, on a également un roman à 2 voix qui
enfin pour l'instant, ça s'intitule Le chant de Séquoia. Donc une première partie se passe en Amérique du Sud, au Brésil, et donne la parole à une vieille autochtone qui a beaucoup lutté pendant toute sa vie pour la sauvegarde de la forêt amazonienne. Et la deuxième partie, ou la première partie, je ne sais plus, donne la voix à un jeune autochtone du nord de la Californie. Super, eh ben, on a hâte. On a hâte, mais il faudra patienter 1 an. Oui. On a hâte quand même. Normalement, pour Montreuil 2023. Alors, pour revenir à Montreuil 2022, Alain, mon petit doigt me dit qu'il y a un ouvrage, un spectacle à Montreuil. Est-ce que tu peux nous dire Oui, alors il y en a même, enfin 2. Alors, il y a le livre Amour bleu de Raphaël Frière, un roman graphique sur les féminicides, et donc qui a été invité par le Salon de Montreuil, et qui, dans le spectacle, passera le samedi à 14h. Alors, Amour bleu, en fait, c'est un spectacle que l'on a vu il y a 2 ans à Saran, dans le Gers, au Festival de l'Illustration. Et on a vu le spectacle. Et le texte existait, et Raphaël, en lecture, avec un illustrateur en direct et un musicien, avait monté ce spectacle. Et nous, on a trouvé le sujet de Barbe bleue contemporaine, très très fort, très engagé. Et c'est comme ça qu'on s'est décidé à prendre le texte et à éditer le texte. Et pour notre grand bonheur, ce samedi prochain, à Montreuil, on aura les 2 réunis. Et puis, le lundi, avec la nouveauté de pire en pire de l'atelier du trio, donc l'atelier du trio, Gilles Abiet, Cathy Itac, Thomas Cotto, qui donc sortent leur deuxième livre, voilà, en avant-première, aux éditions du Pourquoi pas, après elle va te changer. Et donc, ils participent à une rencontre sur la lecture à voix haute. Et ils en liront un extrait. Je me permets juste de vous faire remonter une des questions qui est arrivée. Avec la collection Faire Société, avez-vous eu envie de créer un outil qui permet de donner des points de vue et de faire en sorte de développer le sens critique des enfants et de mettre en avant des valeurs universelles? Oui, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, une des spécificités de la collection Faire Société, c'est qu'à la fin des textes, il y a 2-3 questions. Alors, ça a été un grand débat, et c'est toujours un grand débat d'autant mettre des questions à la fin d'un texte. S'il y a des questions, c'est plus la littérature, etc., etc. On entend un peu tout. Mais ça faisait partie du projet de départ des étudiants. On a trouvé ça intéressant. Tout dépend du contenu des questions. Donc nous, vous voyez, et toi, qu'en penses-tu? Ce sont des questions qui incitent le lecteur à aller un peu plus loin, à en débattre. Et si tu en parlais avec tes copains, si tu en parlais avec tes parents, as-tu déjà rencontré un personnage de ce type? Comment as-tu réagi, etc. Ce ne sont surtout pas des questions de compréhension, de lecture. Surtout pas. C'est des questions qui incitent au débat. Et on en reste là. On a déjà été sollicité d'ailleurs pour faire des documents pédagogiques. On a dit non. Nous, on reste dans la littérature, et on pense que les enseignants, nous sommes un certain nombre d'enseignants dans le groupe, les enseignants sont assez grands pour faire le travail eux-mêmes comme ils l'entendent. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être à transmettre à Alain ou à Yves-Marie?
Alors, pour le moment, j'en ai plus. Par contre, vous pouvez peut-être rappeler le numéro de votre stand sur le Salon du Livre, si vous l'avez, et puis Oui. votre éventuel programme sur le salon, des Alors pour éventuelles dédicaces, ce genre de choses. Oui, alors pour la première fois, on a la joie d'avoir un stand à Montreuil. Ce sera le E14, premier étage. Jusque maintenant, on était sur le stand de la région Grand Est. Et là, pour nos 10 ans, on s'est dit, allez, soyons fous. Et donc, on aura un joli stand avec tous nos livres et avec un gros programme de dédicaces à partir du vendredi, notamment. Avec des dédicaces de nos nouveautés depuis 1 an et demi, en fait. Et puis, il y avait autre chose, non? Non, vous avez répondu à mes 2 questions. Voilà. Donc, Et puis, pour les curieux, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, c'est très facile, éditiondupourquoipas.com. Voilà. Ou sur Insta, édition du Sur Instagram, sur Facebook. Oui, mais Facebook, on nous trouve très facilement et on a le plaisir de relayer pas mal de critiques littéraires qui nous font la part belle et qui adhèrent à notre projet. Et ça, pour nous, j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui analysent nos productions. d'accord. Eh ben, merci pour ce webinaire. Comme on n'a pas de nouvelles questions, je n'ai rien dit. Enfin, c'est pas une question, c'est un remerciement. Fatia qui vous dit merci pour votre honnêteté et votre engagement. Et du coup, on va terminer sur ce beau petit message en Oui. souhaitant encore une fois un bon anniversaire aux éditions du Pourquoi pas et puis en invitant tous nos participants, nos spectateurs à se retrouver la semaine prochaine dès le 30 novembre sur le stand E14 au premier étage. Encore merci. Au revoir.